Alors, on est en réunion du comité d'entreprise et le directeur, M. Cusin, nous fait une déclaration, mais alors on se demandait s'il ne déraillait pas. Il nous a dit, voilà, nous sommes dans l'obligation de fermer notre entreprise et la faute de cette fermeture revient à vos sœurs, à vos femmes, à vos fiancés. Mais il est complètement fou. C'était l'avenue des fibres synthétiques, enfin le nylon. Et nous, c'était la rayonne. Parce que toute la lingerie intime féminine se faisait avec la rayonne à l'époque. Et voilà comment on nous a annoncé la fermeture de l'usine. Le menhir, il y a une fontaine sur l'avenue Jean Jaurès, dans la soie, et il y a, c'est un gros caillou. À Dessines, il y avait eu beaucoup de travail, et donc tous ceux qui étaient, tous les étrangers, donc ils ont voulu avoir du travail, donc ils sont allés à Dessines. Il manquait de personnes dans l'usine. Ils ont pris les Arméniens, ils n'avaient plus de terre, ils sont venus en France, à Dessines. Et les autres gens, ceux qui avaient besoin d'un travail, ils avaient qu'à venir ici. L'école était construite pour les enfants des ouvriers. Ils étaient logés, les enfants, ils s'étaient payés, ils avaient tout à côté. Montaverlet était une pierre qui était dans un champ qu'on appelait le champ du maire. Le champ du maire était derrière les commerçants et derrière l'usine de la soie, c'est-à-dire de chez Nazar, de chez la ferme à Forêt. Et là, il y avait une forêt de pins et sapins qui était très très haut. Et la pierre était là-bas. C'est vrai, il y avait un champ qu'on appelait le champ du maire, qui avait des pins, machin, mais il était plus à l'est. Il était beaucoup plus à l'est. À l'époque, la pierre, on l'appelait le menhir. Et on l'a sorti du trou, et on a fait une grande plaque. Il était à côté de la maison Pierre Fritte, il était situé ici, et quelques années après, la mairie l'a déplacé et l'a amené au parc Sautier. D'où elle est venue cette pierre? D'où elle est venue, on ne sait pas. Elle était là, personne ne peut dire où elle était. Et comme dans le temps, il y avait des domaines, il y avait tout un tas de trucs, bon, est-ce que cette pierre, elle délimitait quelque chose? Ça, on ne sait pas. Ce quartier-là, c'est le quartier de toute la soie, là, a dû être construit entre 20 et 25, hein, même bien après, puisque l'école a dû commencer en 25. Une délibération du 25 septembre 1922, le conseil municipal donnait un avis favorable à la construction d'une usine de soie artificielle. Voilà, 1922. Donc la construction, ça c'était l'avis du conseil municipal, un avis 23-24. En 1926 à peu près, Cours Lavoisier, numéro 7, mon logement. Et j'habitais plus de 50 ans dans ce logement. C'était quartier vide, bien sûr. Après, ça commençait petit à petit, chaque année un petit peu. Mais il n'y avait rien. Lorsque j'étais gamin, il y avait que la maison de mon père qui était là sur l'avenue Jean Jaurès, la rue Nagesser, et tout le restant à côté, c'était des champs. Des champs qui faisaient des 16 000 mètres, 14 000 mètres, enfin vous voyez, des terrains déjà assez importants. L'usine a été chercher du personnel, c'est pourquoi à Dessines il y a tant d'Arméniens. Mais il y a des Espagnols comme nous, il y a des Italiens, des Polonais, des Russes.
les Russes qui avaient fui au niveau de la Révolution. Ça fait que c'était une ville cosmopolite. Il y avait très peu de Français, si vous voulez. Les Français étaient dans les cadres de l'usine. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'était en gros, au recensement de 1921, 1500 habitants. 5 ans après, il y en avait 3000, et 5 ans après, il y en avait 6000. La population a quadruplé. Je vous dis en chiffres ronds, mais c'est ça. C'est 1500, 3000, 6000. Vous imaginez la population qui en 10 ans est multipliée par 4. Et ma grand-mère est arrivée rue Arago, a acheté toute une parcelle. Puis bien sûr, comme elle a placé son argent, elle en avait besoin, elle a commencé à vendre ses parcelles. Alors c'était marrant parce que cette rue Arago, qui est sans issue, d'un côté il y a les Espagnols, et de l'autre côté elle a vendu aux Arméniens qui arrivaient justement. Et la rue Wilson, elle a commencé à se bâtir aussi, avec d'autres Arméniens, et il n'y avait qu'un seul Français, on l'appelait l'étranger. Mon père, qui avait pourtant 42 élèves dans sa classe, il lui arrivait des fois plusieurs années où il n'y avait pas un Français dedans. Les enfants, ils ont toujours cru que mon père parlait l'arménien. Comme mon père disait, 1 ou 2 fois, j'ai dû tomber pile. Et alors, il appelait le baroun. Le baroun, c'est le maître. Fais gaffe, le baroun, il comprend l'arménien. Les Français, quand ils parlaient des Français, ils disaient monsieur un tel, madame un tel. Mais quand ils parlaient des étrangers, c'était l'arménien, c'était le macaroni pour les Italiens, parce que même pas l'italien, c'était trop bien. Je suis né en 1925. Donc, je ne connais pas quels étaient les rapports entre les diverses communautés, mais ce n'est que lorsque j'ai atteint la majorité, à 20 ans, que j'ai remarqué j'ai remarqué bien sûr la présence de très nombreuses communautés, des Vietnamiens aussi, hein. Et il y avait une entente générale, il n'y avait aucun problème. Je peux vous assurer que vous pouviez laisser votre porte ouverte, et si vous avez des belles fraises au jardin, eh ben, le lendemain matin, vous les trouvez. Après le travail, les gens jardinaient, alors les légumes, les fruits, bien sûr, il y avait des arbres fruitiers. Et puis ce qui était typique, c'est-à-dire chez les Russes, par exemple, il y avait énormément de fleurs. C'était l'âme poétique des Russes. Et chez les Arméniens, tout au contraire, c'était les légumes. Ceux qui travaillaient à l'usine, petit à petit, soit les Espagnols, soit les Arméniens, petit à petit, ils ont commencé à construire leur petite maison. Ils voulaient être chez eux. Et entre voisins dans les quartiers, ils s'entraidaient. Mes parents, ils ont construit dans le quartier. Ils ont construit là où ils ont pu, mais avec leurs moyens à eux. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens, ils travaillaient à l'usine, ils attendaient de toucher la paye pour acheter soit du ciment, soit du sable. Ces maisons qui étaient construites par ces immigrés dès qu'ils avaient un peu de sous, hein, eh bien, il y avait toujours une pièce qui allait être louée. Il y avait peu de pièces, mais il y avait une pièce qu'on louait pour essayer d'avoir un peu d'argent. Alors déjà que c'était resserré dans une pièce, il y avait déjà 5-6 personnes, bon, ben, on se serrait davantage pour pouvoir louer. L'usine, quand elle a construit ces villas, donc les villas qui sont là, eh ben, c'était pour les ouvriers de la soie, pour les ouvriers de l'usine. Les cités de la soie, dans les années 30 et 40, c'était pour l'époque des logements très confortables. C'était très confortable. Et c'est d'ailleurs c'était un accessoire au contrat du travail et c'était fait exprès pour maintenir la main-d'œuvre sur place. Il fallait avoir tout autour son personnel pour l'avoir bien en main. Moi, je vois les choses comme ça. Alors, on a mis les maisons, on a mis les gens, on a fait l'école et on a mis l'église. Et tout ça appartenait, si vous voulez, propriété de l'usine. Ça fait qu'ils avaient cette main-d'œuvre a servi presque, si vous voulez. Le patron possédait tout. Il possédait, et on parlait de paternalisme, mais entre son usine de Dessines et celle de Saint-Maurice de Bénaud, eh bien, selon que mon père avait des plus, il l'envoyait travailler à Saint-Maurice de Bénaud où il n'y avait pas de moyens de transport. Pour tous ces gens qui venaient, qui n'avaient rien, eh bien, vous savez, c'était la providence, Monsieur Cusin. Il ne fallait pas dire du mal de M. Cusin devant les vieilles arméniennes. Hein. Ah, mais Cusin, c'était le bon Dieu. Ben, il
il leur avait pourvu, les enfants allaient à l'école, ils étaient soignés, logés, les horaires de l'école étaient adaptés aux horaires des ouvriers. Le matin, les enfants qui n'avaient pas déjeuné, on leur servait à déjeuner, ça venait du restaurant de la soie. Les parents avaient intérêt à envoyer leurs enfants à l'école qui appartenait à l'usine par peur de représailles. La maîtresse était sous la dominance de l'usine. Donc il fallait qu'elle applique les directives. Il ne faut pas être sorcier pour ne pas comprendre ça. Ça fait que nous, on était très relancés à la famille. Chez nous, il y avait l'abbé Boge. Je crois qu'il venait tout le temps relancer ma mère pour qu'elle nous envoie au catéchisme. J'allais à l'école de la soie. Un jour, ma maîtresse, elle me dit, écoute, Chaké, je ne te vois jamais aller à la messe. Tu vas jamais à la messe? Je dis, si, mademoiselle, je vais à la messe. Ah ben, je te vois jamais. Ah ben, moi, je vais aller à la messe arménienne. Mais elle me dit, c'est pas là-bas qu'il faut y aller. C'est à notre église à nous qu'il faut venir. Avant, l'usine de Ronde-Poulenc s'appelait, elle fabriquait la soie. Et c'est l'usine qui a construit l'école, les maisons. Et ils l'ont appelé par rapport à ce qu'ils travaillaient, ils l'ont appelé le quartier de la soie. La pure soie, c'est de la soie qui est faite avec une chenille. Ils la mettent au four pour la tuer. C'est un cocon. Et la soie artificielle, c'est créé par des machines. Avant, les parents n'avaient pas de congé et le dimanche, samedi, ils travaillaient. Ils travaillaient plus, mais il y avait pas beaucoup de vacances. La soude, troisième matière première importante de la fabrication de la viscose, est livrée en fût métallique. Des précautions spéciales sont à prendre pour éviter les accidents de manutention. Des dispositifs mécaniques, ballons, monorails, contribuent à la sécurité. Ce monorail amène à l'atelier de solution les fûts dont la soude va être extraite. L'ouvrier fait la manœuvre avec des gants. Par mesure de précaution, il porte des lunettes qu'il peut rabattre sur ses yeux au cours des opérations, où il risque de recevoir une projection de soude, produit très caustique, occasionnant des brûlures graves. L'opération, telle qu'elle est réalisée actuellement, évite normalement tout contact des mains avec la soude elle-même. Le refroidissement, assuré par ruissellement d'eau, provoque un important dégagement de vapeur. Les ouvriers portent des gants d'amiante, des visières en rhodoïde et une combinaison soigneusement fermée dont les manches doivent être baissées pour les protéger contre les brûlures. Cette vapeur est une gêne pour les opérateurs. L'installation judicieuse d'un dispositif d'évacuation pourrait sans doute remédier à cette gêne. Toutes les fibres artificielles dont nous venons de voir la fabrication subissent ensuite des opérations semblables à celles des fibres naturelles et comportent les mêmes risques d'accident. Fabriquait le tissu de rayonne. Et puis, hein, les bas, les vêtements, l'habillement. La rayonne, c'est de la soie artificielle, tout simplement de la soie artificielle qui était produite avec du papier, du bois, et le bois transformé en papier.
Et le papier avec l'acide sulfurique, oui, était transformé en soie. J'ai travaillé au magasin expédition, vous savez, envoyé partout, aux Indes, aux Anglais, beaucoup à Maroc, à Algérie, tout ça, mais beaucoup aux Indes. Je me rappelle toujours, je mettais les tampons Bombay via Karachi, je me rappelle toujours. Les Français, c'était des surveillants, des chefs, mais ceux qui faisaient le sale boulot, c'était tous les étrangers, arméniens, italiens, russes, polonais, enfin c'était tous les étrangers qui faisaient ce sale travail. Et j'étais bien content d'avoir ça pour gagner leur vie, ces gens-là. Il y avait une pression quand même sur le personnel. Hein. C'était très très difficile pour les femmes. Et c'était des positions toujours baissées, remontées, les mains. Ça fait que les mains étaient toujours abîmées. C'était l'acide principal, c'était le poison de machiné. C'était tombé une goutte d'acide des bâtiments comme ça brûlait. Il fallait produire beaucoup. Si par exemple vous aviez envie d'aller au WC, fallait vous débrouiller, hein, ou que quelqu'un vienne ou vous remplacer, la machine tournait. Et puis il n'y avait pas trop de droit de parole à cette époque-là, les syndicats étaient assez faibles. Après ça s'est développé autrement. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression, et particulièrement chez les femmes, parce que les hommes ne se laissaient pas faire. Parce que les hommes ils disaient ah bon, on arrête l'atelier, et puis alors là c'était des pertes, mais. Alors, il faisait attention par rapport aux hommes. C'est pas qu'il n'y avait pas de la répression, mais la femme était plus attaquée que l'homme. Pendant les années 33, 34, 35, la vie était vraiment difficile. Et ça pas, si vous voulez, ça. Bon, parce qu'il y avait le chômage, il y avait la crise économique. Les 10%, les usines devaient avoir que 10% d'étrangers dans les entreprises. Alors il y a eu en 1934-35 un mouvement de licenciement important. En 1936, j'avais 6 ans, hein, et je me souviens, vous voyez, des femmes avec les foulards rouges, les autos, ah oui, ça a été... Oui, ça a été vraiment violent. Hein. Mon père était fermé à l'intérieur de l'usine et un dimanche matin, parce que mon père était contremaître dans un atelier de la filature, et il avait un des ouvriers de son équipe qui se trouvait d'être comme planton de garde devant le portail. Mon père est venu, il lui dit laisse-moi sortir pour aller à la messe. Ils étaient plusieurs pour faire le planton, alors les autres ne voulaient pas. Et c'était M. Chomara à l'époque. Il lui a dit si, laissez-le sortir. Il a dit qu'il reviendra, je me porte garant. Et ils ont laissé sortir mon père pour aller à la messe. Moi, j'ai connu 36, moi c'est la fête, moi. Parce que ça dansait, ça chantait, j'avais 6 ans. Hein. Mais j'ai tous ces souvenirs, moi tout est marqué. C'était trop beau. C'était quelque chose de... C'était trop beau. Bon. Premier congé chez nous, il n'y avait pas d'argent pour aller en vacances, même avec les congés, mon père allait faire son jardin, bien content, parce qu'il avait son petit jardin. Mais c'est sûr que ceux qui pouvaient profiter, il n'y avait pas de nom. C'était quelque chose d'inconnu jusqu'à présent. C'était travailler 6 jours sur 7. On allait au grand large. Hein. De bonne heure, les enfants apprenaient à nager au grand large. Hein. Les gens partaient en vacances en train, en bicyclette, en tandem, une bicyclette avec une petite remorque derrière pour mettre leurs affaires dedans, voilà. Et puis c'est comme ça, quoi. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Il y avait très peu de magasins, il y avait très peu de maisons, et c'était beaucoup recouvert d'herbe. Il y avait très peu d'immeubles aussi. Les enfants, comme Alan dit, fabriquaient des choses avec des couteaux et du bois. Ils fabriquaient comme des épées et c'était les enfants qui les fabriquaient, c'était pas les parents. Ils fabriquaient beaucoup de trucs, les cabanes dans les arbres, des maisons en bois. Parfois, quand ils étaient aux années 30,
et ils baignaient dans le canal même quand il faisait froid. Avant, il y avait beaucoup plus de moyens de se baigner dans le canal que maintenant, parce que maintenant, avant le canal était beaucoup plus propre que maintenant. Mon grand-père est arrivé en 27 à Dessines, il a créé une alimentation générale avec ses enfants et on trouvait absolument de tout à l'épicerie d'Abadian, les épices, le caviar au moment de Noël pour les Russes. Et on avait une grosse clientèle cosmopolite, il y avait de tout, des coiffeurs. C'était le Taraquois, alors Monsieur Taraquois au moment des fêtes de Noël. Il créait à l'intérieur de son magasin, donc il avait créé une cheminée. Et alors, il nous faisait passer les films de Charlot. Et quand on était enfant, on était devant cette vitrine et on regardait les films de Charlot, les films muets, quoi. C'était féerique. Ils étaient rares, les commerçants français. C'était tous des commerçants, soit arméniens, soit grecs, soit italiens, qui avaient essayé de se créer un petit commerce. Alors, les maris avaient le commerce et les femmes travaillaient à l'usine. Les ouvriers de la soie travaillaient en 3-8. Ils sortaient à toutes les heures du jour et de la nuit. Bon, il y avait, je ne sais plus, 1200-1500 personnes qui travaillaient, qui faisaient leurs courses en sortant, si vous voulez. Bon, les commerçants, c'était la clientèle assurée. Tous les vendredis, on avait un marché qui se tenait sur l'avenue Jean Jaurès, qui commençait rue Wilson et qui s'arrêtait à l'usine de la soie. Souvent, il démarrait très petit. Il y en a un qui venait avec ses citrons, simplement. Il vendait ses citrons. Et puis après, ils vendaient les olives, ils vendaient les oignons, ils vendaient autre chose. Ça a monté comme ça avec la population. Comme loisir, t'avais quoi? Oh, des loisirs, pas beaucoup. Non. C'était juste quelques vogues, comme ça, c'est tout, mais pas tellement de plaisir. Il y avait le patronage, c'était des sœurs qui faisaient que ça. Vous voyez, qui venaient, à ce moment-là, c'était le mercredi. Non, le jeudi, et oui, où il y a l'école de musique, il y avait des baraquements en bois, vous voyez, alors il y avait bibliothèque, cinéma. Il y avait d'autres activités qu'on faisait également à l'extérieur sur le stade Montaberlet. C'était une ancienne gravière où ils avaient pris tout le gravier pour construire l'usine. On avait le trou ici, le canal, la Rise, et les champs après les rails. C'était là où on pouvait aller, les enfants du coin. Et alors on se retrouvait dans ce trou, c'était un dépotoir incroyable, parce que n'importe qui jetait n'importe quoi, des vieux sommiers, des vieilles cuisinières, enfin tout un dépotoir incroyable. Ce qui n'empêche pas que les gosses venaient gratouiller, voir s'ils pouvaient trouver quelque chose. Hein. Il y avait aussi tous les jeudis de l'Ascension, la kermesse devant le restaurant de la soie, où la fanfare, qui était très réputée à l'époque, donnait aussi un concert. C'était une clique de la soie qui faisait ses répétitions au rez-de-chaussée du restaurant de la soie pendant l'hiver. Et pendant l'été, ils faisaient leurs répétitions au bord du canal, là, au bout de l'avenue Maréchal Foch. Et ils étaient à un niveau très important. Et ils défilaient assez souvent. Et avec nous derrière, gamins, on suivait derrière. On avait 3 grandes plages. On avait la plage française qui était là au bout de la rue de la Bertaudière, là-bas. On descendait là-bas. Oui, la plage française. Là, c'était des Français. Après, tu avais au chalet, là, c'était la plage russe. La plage russe. Nous, on allait beaucoup à la plage russe. On n'allait pas à la plage française. La plage russe, c'était un grand champ, on se baignait, il y avait tout, c'était bien.
Et puis il y avait le plateau qui est ouvert, le pont d'Hermas d'abord, qu'ils en ont fait un terrain de camping à côté maintenant. C'est nous qu'on a ouvert les plages russes. Quand on a commencé, parce que Russe, il aime nager. Et combien il y avait de Russes? Combien vous étiez? Oh, ben, on était nombreux. Ah oui? On était une bonne centaine, hein? Oh, là. Même plus, hein? On était beaucoup, oui. Donc, des Russes d'autres quartiers? De Lyon qui arrivaient par le tramway, le 16, et ils s'arrêtaient justement à la plage, où ils prenaient le petit train qui allait sur Meyzieux. Pour avoir une place pour pêcher, les week-ends, eh ben, il fallait venir de bonne heure. Et comme mon père habitait donc là, sur la rue, il avait des collègues qui venaient de la Croix-Rousse, eh bien, lui se levait à 3 ou 4 heures du matin, je ne sais pas quelle heure, pour aller mettre des cannes en place, des fausses cannes, quoi, pour réserver la place. Les familles allaient pique-niquer au bord du canal. C'était une occasion pour sortir, pour s'aérer un petit peu, pour se détendre. De l'autre côté du pont de la sucrerie, il y avait la Rise. On appelait la Rise et on se réunissait là-bas aussi. On allait du matin, on amenait notre casse-croûte, on faisait même des fêtes champêtres. Il y avait des fêtes champêtres arméniennes et les gens passaient la journée là-bas. Les résistants, c'était contre Hitler. Il y avait des résistants, mais c'était rare parce que tous les gens, ils étaient avec Hitler. Parce que la moitié de la France, elle s'est fait prendre. Elle a été coupée par un général, je sais pas, je me rappelle plus son prénom. Il a donné... Non, général de Gaulle, c'est en Angleterre. Il a donné la moitié... Le général, il a donné la moitié aux Allemands. Et il y avait des résistants. Ils étaient contre les Allemands. Et ils ont essayé de résister dans leur maison. Ils ont essayé de tuer des Allemands et ils ont réussi. Après, il y a les Américains qui sont venus. Comme la France a été coupée en deux, il y a des Allemands qui essayaient de venir en train. Enfin, et les résistants, ils essayaient de couper les rails. Parce que dans les trains, il y avait des chars et plein de des armées. Moi, je prends le groupe Manouchian. Ils ont fait plein de dégâts. Ils ont enlevé plein de fusils aux Allemands. Je pense qu'ils n'auraient pas enlevé tous ces fusils et tout, la France, elle aurait pu perdre parce que ils ont tué plein de chars. Ils ont explosé plein de chars, plein de trains et plein de camions. C'était dur pendant la guerre. Mon mari, il est resté presque seul électricien à la SOA. Les jeunes, ils étaient mobilisés. Tout ça. Et moi, avec sa mère, on allait à Maximier en bicyclette, chercher farine et du pain, tout ça. Dans la période de la guerre aussi, il y a eu, de la part des autorités de l'époque, un mouvement anti-étranger très important. Très important. Alors, moi je me souviens que mes parents n'osaient plus aller chercher les cartes d'alimentation à la mairie parce qu'ils ne parlaient pas bien le français. Ils m'envoyaient moi. Et je voyais bien la façon dont on était reçus. Quand la guerre déclarait la guerre, les Allemands ont déclaré la guerre aux tous les Russes allaient à la mairie. Tous les Russes. Tous les Russes ont été enfermés dans la salle des fêtes de la mairie. On était gardés par l'armée française. Avec les casques, tout, les soldats étaient devant. Et nous, moi j'étais gamin, nous ils nous laissaient sortir. Alors les soldats nous disaient, mais vous connaissez personne dans la famille, il n'y a pas besoin de revenir ici, parce qu'ils savaient qu'il y avait un risque énorme. On est resté 3-4 jours enfermés. À la mairie? Oui. Mais oui, on restait une semaine à peu près. Et
un souvenir énorme, c'est qu'on a vu défiler tous les Russes qui étaient des anciens militaires au pas dans la rue pour aller être enfermés. Et là, je me rappelle avoir vu mes parents au milieu où il y avait aussi son mari, étaient tous au pas comme des militaires. Pendant la guerre aussi, il y a eu les Indochinois. Ça aussi, les Indochinois, c'est quand même quelque chose, il faut en parler des Indochinois. Hein? Ouais, on appelait les Anamites. Eh bien, c'était quoi ces Anamites? C'était des gens qui venaient du Tonkin, du Cochinchine, qui avaient été mobilisés dans l'armée française. Et à la débâcle, en 1940, ceux qui n'étaient pas prisonniers, eh ben, ils ont été mis dans des camps. Et il est donc arrivé, il y avait là, je sais pas, une centaine, 200 de... Ouais, alors, on les a parqués dans la cité du Coron, que ça s'appelait, et on les a parqués, les autres, à la poterie. À l'ancienne poterie, il y avait des... Bon. Alors, ceux qui étaient à la cité du Coron, c'était les partisans de Ho Chi Minh. Ils étaient surveillés en permanence par des inspecteurs, la DST, etc. Et puis ceux qui étaient pour Bao Dai étaient à la poterie. Et entre eux, de temps en temps, je me souviens avoir découvert, enfin ils avaient annoncé 2 ou 3 Indochinois qui étaient tués comme ça, on ne sait pas bien comme ça. Voilà. Ces Trucolis, oui. Il y avait, je les compte du début de la rue jusqu'au canal, il y avait au moins 20 familles de résistants. Et dans les morts, il y en a 12 qui sont morts rien que de ce quartier. Ce groupe de la résistance a été très fort entre Dessines et Vaux-en-Velin, les 2 usines de textile, où il y avait quand même une immigration. Bon, il faut dire que ces gens, quand ils sont venus, bon ben, ils étaient désarmés, ils n'avaient aucune connaissance de quoi que ce soit, parce qu'ils avaient vécu dans leur pays. Bon, ils n'avaient pas un désir de combattre ou de se battre pour un pays qu'ils ne connaissaient pas. Donc il y avait des résistants chez les Arméniens, mais ce n'était pas une grande quantité. On ne peut pas dire que la partie de la soie a fait de la résistance. Il y a quelques familles par-là. C'était secret. Bon, lui, il était la résistance. Mais moi, je ne le savais pas et on était copains, disons. Hein. Ça fait que mon frère avait 16 ans, mais on ne savait pas. Alors ma mère a dit, mais où tu vas toujours? Il dit, mais on a fait une chorale avec les copains, on chante. Ma mère a dit, s'il chante, ben, tant mieux. Hein. Il avait 16 ans, il peut chanter. Mais jamais elle pensait qu'il partait avec sa ceinture et le mastic. Hein. Ma chère maman, ma chère Olga, l'heure fatale est arrivée. Je vous quitte. Je viens d'entendre la Sainte Messe et j'ai communié. J'ai retrouvé le chemin de Dieu et je meurs avec confiance. Quelle douleur pour vous deux, ma chère maman, et toi qui étais déjà plus que ma fiancée, déjà ma femme. Mes dernières pensées auront été pour vous deux. Ne pleurez pas trop. Pensez que je suis mort, en français, en communiste, et aussi, surtout, en chrétien. Soyez mes messagers auprès de tous ceux que j'aime pour leur porter mon dernier souvenir, mes derniers baisers. Ne vous laissez pas abattre, j'ai eu conscience de faire mon devoir. Je regrette seulement, et de tout mon cœur, d'avoir tué. Pardon maman, pour cette grande peine. Sois courageuse, Olga. Je vous aime du fond du cœur. Je vous embrasse bien, bien tendrement, comme je vous ai toujours aimé. Comme je vous ai toujours aimé, Émile Bertrand. C'est la dernière lettre d'Émile Bertrand à sa mère et à sa fiancée avant son exécution. La libération, bon, on l'attendait déjà parce qu'il y avait les combats, hein, les combats à Pusignan, à Dessines, on a eu des combats dans les marais, dans ton secteur. Le premier soir qu'on nous a dit qu'il y avait les Américains qui étaient là, je vais vous dire, il faisait chaud, j'étais en train de me faire un bain de pied. Et puis tout d'un coup, je suis partie sans chaussures, sans rien, j'étais tellement heureuse. Et puis quand j'arrive, c'était les Allemands qui partaient, encore qui mitraillaient et tout. Et nous, on croyait que c'était déjà les Américains. Quand les Allemands sont partis, une nuit à 1h, 2h du matin, on entendait du bruit dans la rue. Devant chez moi, venu vers la Palissy. Qu'est-ce qui arrive? Les vélos qui valsaient dans le jardin. Maintenant, mon père ouvre le volet, on voit des Allemands qui se sauvaient. Les vélos, les armes, les fusils, tout dans le jardin. Le matin, on a récupéré 4 fusils, il y avait 7 vélos dedans. Alors mon père dit là, qu'est-ce que c'est ces fusils, vite, je les emmène au canal. Il les jetait au canal, et nous, je regardais l'endroit où ils étaient, pas loin du bord, tu vois. Alors on faisait des crochets, puis on tirait le fusil, on était, tu vois, ouais, des gosses, tu vois. Après la guerre, bon, tous les étrangers qui habitaient à Dessines
on fait leur devoir militaire, etc. Et les conditions ont changé. Et c'est vrai qu'après la guerre, il y a eu des mouvements de rapatriement, aussi bien du côté des Arméniens, des Polonais qui sont retournés en Pologne, des Yougoslaves qui sont allés en Yougoslavie. Il y a eu, si vous voulez, une reconnaissance de l'apport qu'a fait cette population laborieuse qui a travaillé pour Dessines, qui a fait Dessines. La fermeture de l'usine, c'est une autre révolution, c'est une catastrophe. Ça a été une catastrophe dont le quartier a mis des décennies pour se relever. Ça a déjà commencé vers 1950. On a commencé à fermer des petites usines au profit des grosses usines. Et puis au fur et à mesure, les gros, ils mangeaient toujours les autres, les petits, puis les moyens, et puis les... Et il est arrivé que ça a été le tour de la SLT. Donc, ça ne rendait pas... Il fallait que ça produise plus, il fallait qu'il y ait moins de frais, etc. Mais ça rentrait dans une politique déjà nationale, c'était plus sectorisé. Et il fallait que cette usine disparaisse. Lorsque mon père est revenu en pleurant pratiquement, dans une main, il avait la lettre de licenciement et dans l'autre, il avait la lettre d'expulsion de l'appartement que nous vivions, un appartement sans aucune commodité, puisqu'il n'y avait pas de chauffage central, les toilettes étaient à l'extérieur. Il fallait déguerpir dans les 4 ans. Déguerpir, c'était le mot, ça m'avait choqué ce mot, déguerpir. Bon, c'est vrai que légalement, c'est le vrai mot, il faut déguerpir. Alors, les gens du quartier, pendant 2-3 ans, on y croit, on était abasourdis, on n'a rien fait. Et puis, à partir des années 62-63, on a commencé à s'organiser et a été créé un comité de défense des locataires de la soie. Nous sommes allés voir le préfet et le préfet a décidé d'accorder à tous les ouvriers de l'usine de la soie qui devaient évacuer les logements, d'accorder les premiers HLM de Dessines, Cornavant. Tous les ouvriers de la soie sont allés dans les HLM à Cornavant. On a pris 164 familles qui vivent, non mais qui vivaient, pour un certain nombre, qui vivaient très modestement, qui avaient leur jardin, leurs poules, etc. Et on les a véritablement, j'allais dire, déportés. Et pour nos parents, ça a été vécu comme cela. Ils passaient d'un certain confort très précaire, eh bien, au cage à lapin, comme ils disaient. C'était le paradis. Je vais vous dire pourquoi. Pour la première fois, on avait chauffage central et salle de bain. Incroyable. C'était parce que auparavant, on véhiculait 2 tonnes de charbon pour se chauffer. Le laboratoire central de Progil est venu s'installer en 1965. Progil était une petite entreprise par rapport à Rhône-Poulenc. Et le général de Gaulle, lui, quand il voulait, qu'il voyait déjà peut-être un peu l'échelon européen, a demandé à Baumgartner, monsieur Baumgartner, qui était PDG de Rhône-Poulenc, de constituer une grande entreprise chimique française. On est arrivé ici, nous, en premier, en 61. Hein, on était dans un tout petit bâtiment et on a vu toute l'usine écrouler, etc., etc. Nous, on était vraiment les premiers à venir, hein, parce que la totalité des gens sont arrivés en 66 peut-être. Voilà. Oh, 63 déjà, il y en avait pas mal. Hein. 68, c'était fantastique. Ça résume tout. Oui, c'est des moments fantastiques. Enfin, moi j'étais, disons, j'étais à la pointe du combat, comme on dit. C'est-à-dire que quand on a occupé l'entreprise, moi je me souviens, là, on filmait pas à l'époque, dommage, mais avoir grimpé après les grilles du portail d'entrée, pour sauter par derrière, et puis pour aller leur dire, vous éjectez du poste de garde, c'est nous qui prenons les manettes. Donc on a occupé les lieux pendant 15 jours, je pense, une bonne quinzaine.
Alors là, bon, bah, c'était un peu nouveau pour nous, hein, quand même, l'occupation du centre de recherche. Hein, bon. Alors on était un certain nombre, bon, comme d'habitude. Alors on était quand même garant de la sécurité. Le patron rentrait, on laissait rentrer personne. Alors on avait le coup de feu d'un certain nombre de cadres, évidemment. Il fallait qu'on tienne parce que ça frottait pas mal au poste d'entrée, quoi. Et quand ça allait plus mal, on avait demandé du soutien aux militants de la TAS qui venaient le matin nous donner un coup de main pour faire le coup de feu, quoi, quand ils venaient, pour ceux qui voulaient travailler, parce que c'était le grand leitmotiv, c'était la liberté du travail, quoi. On avait ça. En interne, il y avait ce sentiment de faire partie du mouvement qui était fort en France. On n'a pas été les premiers à la pointe, mais on l'a rejoint, et ça déjà c'était quelque chose de fort. Il y a eu un changement de mentalité quand même entre les rapports, pas seulement avec la hiérarchie, mais entre les gens au travail. Après c'était un peu différent quand même, après 68 je trouve. On a conquis des droits. Les modes d'action ont peut-être été excessifs, mais il faut passer par là. C'était bon, on ne veut pas parler de révolution, mais il y avait quand même des atmosphères d'insurrection. Quand j'étais embauché en 70, j'ai été pris, j'avais priorité sur les autres, parce qu'ils n'avaient pas à me loger. J'étais déjà propriétaire. J'ai découvert le paradis. C'est-à-dire ? Par rapport à ce que j'avais connu avant comme... conditions de travail et tout ce qui s'ensuit, là, c'était l'Amérique. Ça faisait 2 mois que j'étais dans l'entreprise, on me demande d'aller toucher une prime, la fameuse prime de jardin. Ah oui, ah oui, c'est prime de jardin. Il suffisait que vous ayez un morceau de terrain pour vous donner 50 francs à l'époque. 50 francs à l'époque, ça faisait 10 heures de travail, ça faisait une journée. Moi aussi, j'ai découvert le paradis, mais dans un autre domaine, pas sur le plan du travail, dans le domaine syndical. Pour la première fois, j'ai vu des délégués qui avaient un niveau. Parce que de mon temps, moi, le plus instruit avait à peine son certificat d'études. L'accident qui s'est produit en 80, c'est un accident qui en interne est dû très rapidement au fait qu'on avait accumulé tout un certain nombre de produits qu'il fallait détruire. Cette destruction s'est passée et à un moment donné, une fausse manœuvre a eu lieu. Dessous, il y avait des personnes qui venaient visiter l'installation pour faire des modifications, et la cuve a débordé, il s'en est suivi une explosion. Les 2 personnes y sont restées, d'autres ont été blessées, hein, une personne de l'entreprise et une personne d'une entreprise extérieure. Un nuage de fumée s'est dégagé et est arrivé sur l'école de la soie. Les personnes intoxiquées sur le quartier ont toutes passé au pavillon d'urgence, ont passé des radios pour voir ce qu'il en est, les séquelles éventuelles. Bon, heureusement, il n'y a rien eu un peu d'irritation de poumon, mais bon. Pour la population extérieure, ça s'est très bien passé. On ne sait même pas ce que fabrique cette usine. Il faudrait que le maire nous envoie un courrier pour dire est-ce qu'il y a un danger ou pas pour les habitations. Nous, on travaille sur des molécules actives pour fabriquer des médicaments.
Rhône-Poulenc, dans son ensemble, c'est-à-dire sur le plan national, a décidé de se débarrasser de tout son patrimoine immobilier en 80. Ces maisons, il y avait tellement de réparations à faire qu'au Rhône-Poulenc, quand ils ont acheté ta boîte, ils ont dit oh là là, on va pas s'embêter, les gens, ils appelaient l'entretien, il y a les tuyaux qui pètent, la flotte, il faut tout changer, il faut changer ci, alors ils ont proposé aux gens qui habitaient là-dedans d'acheter leur appartement. Alors tout le monde a acheté. Il y a des gens qui ont acheté des 11 pièces à 15 millions là. Compte tenu du fait que Rhône-Poulenc pouvait vendre, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le point de départ du nouveau quartier, c'est cette demande à la Société d'équipement de la région de Lyon pour une étude là-dessus. Et tout s'est enchaîné sur le plan administratif, étude par l'agence d'urbanisme, la communauté urbaine qui existait depuis quelques années a été mise dans le coup, etc., etc. Et on a abouti à ce qui s'appelait une ZAC, zone d'aménagement concerté. C'était la seule façon d'organiser une opération d'ensemble qui a porté sur 6 hectares. Pour changer l'image de marque, on devait faire uniquement de l'accession à la propriété. Mais les conditions commerciales n'étaient pas favorables. Elles n'étaient pas favorables pour... vous aviez d'une part le foyer de la Sonacotra, qui avait quand même pas une très très bonne image. Et les gens qui habitaient le foyer... Bon, ils passaient sur les terrains à vendre, là. Hein. Bon, ils s'arrêtaient avec le bus, là-bas, et puis ils traversaient par là. Alors, les gens qui venaient pour acheter, bon, en voyant, j'aime mieux vous dire que, bon, comme il y avait des terrains vagues, qu'est-ce qu'on avait aussi? Des gens du voyage qui s'étaient installés. Tout ça a fait que les conditions de vente étaient extrêmement difficiles. On en a été réduit à faire vendre des terrains à des organismes HLM. L'OPAC sur l'avenue, et puis l'OPAC du Rhône, et puis l'OPAC du Grand Lyon, ici, derrière la maison du restaurant, si vous voulez. C'était pas ce qui était souhaité pour quand même changer la population. Ce qui explique les difficultés aussi avec la population de l'ancien quartier. Ils ont fait des maisons avec peu de terrain, pas cher. Et ceux qui ont habité ici, c'est des gens qui avaient déjà un certain nombre de problèmes de logement à l'extérieur, Vaux-en-Velin ou plus largement dans la banlieue, et qui pour eux, c'était une promotion de venir là en fait. C'était comme une promotion, ils allaient habiter dans une maison individuelle. Cette nouvelle population, c'est une nouvelle population qui revenait à Dessines, pour des raisons, comment dire, comment qualifier ça, de prestige. Ils trouvaient que le quartier de la Soie, ça sonnait mal. Pour changer cet état de choses, ces nouveaux propriétaires ont fondé donc une association, et leur premier boulot, ça a été de changer de nom et de mettre Montaberlet, parce que sur le cadastre, le secteur s'appelle Montaberlet. Alors que les anciens de Dessines comme moi, Montaberlet, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Le quartier aujourd'hui s'appelle, on peut l'appeler le quartier soit Montaberlet. Et on peut vraiment l'appeler quartier soit Montaberlet. Le quartier de la Soie étant, j'allais dire le vieux quartier entre guillemets, parce que les maisons étaient faites en 1922-23. Hein. Voilà, c'est le quartier, comment dire, rustique, on pourrait le dire. Voilà. Et puis l'autre, c'est le quartier neuf, quoi, qui est né en 87. Come on. What? Come on. What? Come on. What? On a tout à côté. On est à Saint... Il va y avoir le métro. 15 minutes de on va dans le tramway. On va voir un tramway. Oui, 15 donc c'est minutes bien. Satolas, 20 minutes de la ville, le médecin, le chirurgien, le dentiste, les cliniques, il y en a 2. Ça va, on cherche pas plus. Non, on a tout à côté. On cherche pas plus dans le calme. En plus, c'est pas la ville, c'est pas la grande ville. On est à côté de la ville et on n'est pas loin de la campagne. Et on a la chance dans notre commune d'avoir ce chemin de halage qui nous permet d'une promenade, d'une facilité sans prendre la voiture, aller à pied ou en vélo et aller pendant des kilomètres
tout en étant en sécurité, de profiter justement de cette berge. On est, comme on dit, comme en bord de la mer. D'être en maison et en appartement, c'est vrai que c'est vraiment l'opposé. On a le jardin, on a tout à côté, on a tout, on est bien. Moi, je me sens bien dans une maison. Comme vous me parlez de l'italien d'un côté, l'arménien d'un côté, et au milieu, le petit français. Bon, ben nous, c'est pas pareil. Nous, on a italien, espagnol, français, asiatique, juif, on a de tout, de tout, de tout. Et nous, on forme une famille. On forme vraiment une famille. Par contre, s'il y en a une aussi, si demain il lui arrive quelque chose, on sait qu'on est les premiers à venir. Pourquoi ça nous enrichit? Parce que quand mes enfants me disent pourquoi c'est béni, je dis parce que c'est leur fête, c'est religieux chez eux, les juifs. Eh ben ils savent que c'est tel jour, c'est bien telle façon, ça se fait pour les Espagnols, pareil, quand elle nous invite aux communions. Pourquoi maman? C'est parce qu'il a fait tel pas dans leur Bible. C'est comme ça que ça s'explique. Ça enrichit. Les gens ici sont très très solidaires. Tout le monde se connaît, c'est vrai en plus. Tout le monde se connaît et s'il y a quelqu'un qui peut aider quelqu'un d'autre, bah ça bouge. Ça bouge quoi, ça le fait. Les gens ils se connaissent tous, c'est comme, je dirais pas une famille mais presque. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être dépanné de quelque chose, bah le voisin il le fera. C'est ça qui est bien par rapport au HLM et tout. Ici c'est des maisons et tout, des petits jardins, il y a des jeunes et tout. Et c'est vrai qu'au début c'était un peu difficile de m'intégrer parce que c'est pas le même comment dire, c'est pas le même environnement. Et que voilà quoi. Ici c'est plutôt comment dire, c'est tranquille, c'est campagnard quoi. Il y a aussi pas mal de personnes âgées qui sont dans le quartier, donc on parle avec eux, ils nous racontent un petit peu leurs expériences qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes. Donc, voilà. J'ai des bonnes relations, c'est pas vieux con. Donc voilà quoi, c'est pas des trucs comme ça. On est tous un peu, je dirais, attachés à notre jeunesse. Et on aura toujours, dans nos souvenirs, on arrive à des âges maintenant où on parle de nos souvenirs, on trouvera toujours que notre époque de notre jeunesse était belle. Et que celle des jeunes actuels ne l'est pas. Et ça, il faut réagir là contre, parce que d'abord, ce n'est pas vrai. Et puis, moi, je crois beaucoup s'il y a une chose que les jeunes doivent se souvenir, c'est que des gens sont nés avant eux. Ça, moi, quand je parle à des jeunes, il faut toujours leur rappeler. Mais il ne faut pas leur rappeler en jouant les anciens combattants. Il faut leur dire, voilà, ce qui est en place maintenant, ça a été acquis, ça n'a pas toujours été facile pour le conquérir. Mais vous allez avoir de nouvelles conquêtes. Vous allez être obligé de vous mobiliser pour avoir des conquêtes de votre temps. Pour continuer, justement, il y a un continuum entre les deux. Écouter les anciens, ouais, j'aime bien parce que comme ça, au moins, ils nous expliquent comment ça s'est passé avant, comment si c'était bien ou pas bien. Et après, comme ça, nous aussi, après, on les explique comment ça se passe et comment ça se passait avant. C'est important de savoir à 100 ans en arrière, comment ça se passait. Ça nous donne aussi des idées pour raconter plus tard à nos enfants comment c'était pour nos arrière-grands-parents, par exemple, comment c'était avant. Pour nous, nous donner ça nous donne des idées pour leur raconter comment c'était à notre temps.